Tyrannosaure. Sous un soleil éclatant, la jeep de Muldoon et Gennaro traversait la prairie en cahotant. Ils s'éloignaient du rideau d'arbres et des palmiers qui suivaient les méandres de la rivière, une centaine de mètres derrière eux. Ils arrivèrent au pied d'une butte et Muldoon coupa le contact. « Bon Dieu !» grommela-t-il. « Quelle chaleur !» Il s'essuya le front avec le bras, prit la bouteille de whisky coincée entre ses genoux, but une gorgée et tendit la bouteille à Gennaro. L'avocat refusa d'un signe de la tête. Il parcourait des yeux le paysage miroitant au soleil. Puis son regard se reporta sur l'ordinateur et le moniteur vidéo monté sur le tableau de bord. Sur l'écran apparaissaient des vues du parc prises par des caméras commandées à distance. Toujours pas le moindre signe de Grant et des enfants, ni du tyrannosaure. « Muldoon ?» crachota la radio. « Oui ?» répondit-il en prenant le poste émetteur-récepteur. « Votre écran est allumé ? J'ai trouvé le Rex. Il est dans le secteur 442 et se dirige vers le 443. »« Une seconde, » dit Muldoon en réglant le moniteur. « Ça y est, je l'ai. Il suit la rivière. » Le grand carnivore se dirigeait vers le nord en longeant les arbres qui bordaient le cours d'eau. « Allez-y doucement avec lui. Contentez-vous de l'immobiliser. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit Muldoon en plissant les yeux pour se protéger du soleil. « Je ne lui ferai pas de mal. »« N'oubliez pas, » insista Arnold, « que cette grosse bête est notre principale attraction touristique. » Muldoon coupa la radio qui émit un dernier grésillement. « Bande d'abrutis !» marmonna-t-il. « Il pense encore aux touristes. »« Allons voir le Rex pour lui donner sa dose, » poursuivit-il en remettant le contact. La jeep démarra avec une secousse et repartit en cahotant. « Vous en mourrez d'impatience, n'est-ce pas ?» demanda Gennaro. « Ça fait un bout de temps que j'ai envie de lui planter une seringue dans l'arrière-train, » acquiesça Muldoon. « Voilà enfin l'occasion !» La jeep s'arrêta brutalement. Juste devant eux, Gennaro vit le tyrannosaure avancer à travers les palmiers bordant la rivière. Muldoon vida la bouteille et la lança sur la banquette arrière. Puis il se retourna pour prendre son tube. Gennaro regarda le moniteur vidéo qui montrait leur jeep et le tyrannosaure. Il devait y avoir une caméra derrière eux, quelque part dans les arbres. « Si vous voulez m'aider, » dit Muldoon, « vous pouvez sortir les cylindres qui sont à vos pieds. » Gennaro se pencha et ouvrit la petite caisse Halliburton en acier inoxydable. Dans la mousse qui en tapissait le fond, 4 cylindres de la taille d'une bouteille de lait étaient soigneusement disposés. Ils portaient tous la même inscription. Morrow 709. Gennaro en sortit un de son logement. « Vous enlevez le bout et vous vissez une aiguille, » dit Muldoon. Gennaro trouva un paquet contenant de grosses aiguilles dont le diamètre était celui de son doigt. Il en vissa une sur le cylindre qui, à l'autre extrémité, était muni d'une capsule de plomb. « C'est le plongeur, » expliqua Muldoon. Il se pencha sur le fusil à air comprimé posé sur ses genoux. C'était un gros tube de métal gris qui, pour Gennaro, ressemblait beaucoup à un bazooka ou un lance-roquettes. « Que signifie Morrow 709 ?»« C'est un tranquillisant très commun, » répondit Muldoon, « utilisé par des zoos dans le monde entier. Nous allons essayer 1000 cm3 pour commencer. » Muldoon ouvrit d'un coup sec la culasse qui était assez large pour qu'il y entre le poignet. Il y glissa le cylindre et la referma. « Cela devrait faire l'affaire, » reprit-il. « Il faut environ 200 cm3 pour un éléphant de taille moyenne qui ne pèse que 2 ou 3 tonnes. Le Rex en fait 8 et il est beaucoup plus agressif. Il faut aussi en tenir compte. » « Pourquoi ? » « On détermine la dose de tranquillisant en fonction du poids, mais aussi du tempérament de l'animal. Imaginons que l'on injecte la même dose de 709 à un éléphant, un hippopotame et un rhinocéros. L'éléphant sera immobilisé, il restera cloué sur place comme une statue. L'hippopotame sera ralenti dans ses mouvements, il sera un peu somnolent mais continuera à avancer. Le rhino, lui, deviendra fou furieux. D'autre part, si l'on poursuit un rhino en voiture pendant plus de 5 minutes, il tombe raide mort. Excès d'adrénaline, étrange combinaison de robustesse et de fragilité. La jeep commença à rouler lentement vers la rivière en se rapprochant du tyrannosaure. « Mais tous ces gros animaux sont des mammifères, » reprit Muldoon. « Nous avons appris beaucoup de choses sur les grands mammifères.
lions, tigres, ours, éléphants, car ils occupent une place de choix dans les zoos. Nous connaissons beaucoup moins les reptiles et personne ne sait absolument rien des dinosaures. Les dinosaures sont des animaux entièrement nouveaux. Vous les considérez comme des reptiles demanda Gennaro. Non, répondit Muldoon en changeant de vitesse. Les dinosaures n'entrent dans aucune des catégories existantes. Il donna un brusque coup de volant pour éviter une grosse pierre. En fait, poursuivit-il, nous sommes en train de découvrir que les dinosaures étaient aussi différents entre eux que le sont aujourd'hui les mammifères. Certains d'entre eux sont doux et peu farouches, d'autres méchants et dangereux. Certains ont une excellente vue, d'autres non. Certains sont stupides et d'autres très très intelligents. Comme les raptors? Les raptors sont intelligents, acquiesça Muldoon. Très intelligents. Je vous assure que tous les problèmes que nous avons eus jusqu'à présent ne sont rien en comparaison de ce qui se passerait si les raptors sortaient de leur enclos. Bon, je crois que nous ne pourrons pas nous rapprocher beaucoup plus de notre Rex. Un peu plus haut, le tyrannosaure passait la tête entre les branches pour scruter la rivière. Puis l'animal avança de quelques mètres et chercha de nouveau une trouée. Je me demande ce qu'il regarde, fit Gennaro. C'est difficile à savoir. Il essaye peut-être d'atteindre les microcératops qui courent dans les arbres, mais vous pouvez être sûr qu'ils ne se laisseront pas attraper comme cela. Muldoon arrêta la Jeep à une 50aine de mètres du tyrannosaure, mais il prit soin d'orienter la voiture dans l'autre direction et de laisser le moteur tourner. « Mettez-vous au volant », ordonna-t-il à Gennaro, « et bouclez votre ceinture. » Il prit un autre cylindre et le glissa dans sa chemise, puis il descendit. « Vous avez souvent fait ce genre de choses ?» demanda l'avocat en prenant place derrière le volant. Muldoon rôta bruyamment. « Jamais !» répondit-il. « Je vais essayer de l'atteindre juste derrière le conduit auditif. Nous verrons bien ce qui se passe. » Il fit 10 mètres derrière la Jeep, puis se baissa dans l'herbe en mettant un genou à terre. Il épaula le gros tube et releva le viseur télescopique. Puis il coucha en joue le tyrannosaure qui ne leur prêtait toujours aucune attention. Il y eut un petit nuage de fumée et Gennaro vit une traînée blanche filer vers le tyrannosaure. Mais l'animal ne réagit pas. Puis le dinosaure se tourna lentement vers eux pour les observer avec curiosité. Il remua la tête de droite et de gauche, comme pour les regarder alternativement avec chaque œil. Muldoon avait reposé son arme et il chargeait le deuxième cylindre. « Vous l'avez eu » demanda Gennaro. « Raté », répondit Muldoon en secouant la tête. « Saleté de visée laser. Regardez donc s'il y a une pile dans la boîte. »« Une quoi » demanda l'avocat. « Une pile. C'est gros comme le doigt et il y a des marques grises. » Gennaro se pencha pour fouiller dans la boîte d'acier. Il sentit les vibrations de la Jeep. Il entendit le moteur tourner au ralenti, mais il ne trouva pas de pile. Le tyrannosaure rugit, un son terrifiant qui, après avoir roulé dans la vaste cage thoracique de l'animal, jaillit avec une puissance formidable. Gennaro se redressa instantanément. Il agrippa le volant d'une main et referma l'autre sur le pommeau du levier de vitesse. « Muldoon » dit une voix nerveuse à la radio. « C'est Arnold. Dégagez de là !»« Je sais ce que je fais » bougonna Muldoon. Et le tyrannosaure chargea. Muldoon ne bougea pas en voyant l'énorme dinosaure foncer droit sur lui. Lentement, méthodiquement, il leva son arme, visa et tira. Gennaro vit encore le petit nuage de fumée et la trace blanche du cylindre se diriger vers l'animal. Le tyrannosaure continuait à charger comme si de rien n'était. Muldoon s'était relevé et il courait à toutes jambes vers la Jeep. « Démarrez, démarrez !» Gennaro passa la première. Muldoon se jeta sur la portière au moment où la Jeep démarrait avec une secousse. Le tyrannosaure se rapprochait rapidement. Muldoon ouvrit la portière et se glissa sur le siège. « Plus vite, bon Dieu, plus vite !» Gennaro écrasa l'accélérateur. La Jeep se cabra et l'avant se redressa tellement qu'ils ne virent plus que le bleu du ciel à travers le pare-brise. Puis elle retomba lourdement et commença à prendre de la vitesse en se dirigeant vers un bouquet d'arbres qui s'élevait sur la gauche. L'œil rivé au rétroviseur, Gennaro vit le tyrannosaure lancer un dernier rugissement de rage et se retourner. « Ouf !» souffla-t-il en lâchant l'accélérateur. « J'aurais juré l'avoir touché au second coup », murmura Muldoon en secouant la tête. « À mon avis, vous l'avez raté. »
La seringue a dû se briser avant l'injection. Reconnaissez donc que vous l'avez raté. Oui, marmonna Muldoon, je l'ai raté. La pile du viseur laser était morte. C'est ma faute, j'aurais dû vérifier, après toute une nuit passée dehors. Bon, allons chercher d'autres munitions. La Jeep reprit la direction de l'hôtel et Muldoon saisit le poste émetteur-récepteur. Contrôle ? Oui, répondit Arnold. Nous regagnons la base. Plus la rivière devenait étroite, plus le courant était rapide. Le canot pneumatique ne cessait de prendre de la vitesse, et les enfants avaient l'impression d'être dans un parc d'attractions. « Youpi !» s'écria Alex en s'agrippant au plat-bord. « Plus vite, plus vite !» Les yeux plissés, Grant regardait droit devant lui. Enserré dans son tunnel végétal, la rivière était encore étroite, mais un peu plus loin, la rangée d'arbres s'interrompait et la luminosité devenait beaucoup plus vive. Un grondement encore lointain se faisait entendre, et la rivière semblait se terminer brusquement par une ligne horizontale. Tandis que la frêle embarcation continuait à accélérer, Grant saisit ses pagaies. « Qu'est-ce que c'est » demanda Tim. « Une chute d'eau » répondit Grant. Le canot jaillit du tunnel ombreux et déboucha à toute allure dans le soleil, entraîné par le courant impétueux vers le bord de la cascade dont le grandement leur remplissait les oreilles. Grant pagayait de toutes ses forces, mais il ne réussissait qu'à faire décrire des cercles au canot inexorablement emporté vers la cascade. « Je ne sais pas nager !» hurla Alex en se tournant vers lui. Grant vit qu'elle n'avait pas fermé son gilet de sauvetage, mais il ne pouvait plus rien y faire. Il se rapprochait du bord à une vitesse hallucinante, et le rugissement de la chute d'eau devenait assourdissant. Grant plongea sa pagaie aussi profondément qu'il le put. Il sentit qu'elle se coinçait et qu'elle résistait. Le canot pneumatique était ballotté par le courant, mais il ne basculait pas dans le vide. Arc-bouté sur la pagaie, Grant regarda par-dessus le plat-bord et découvrit au pied de la pique de 15 mètres la cuvette recevant les eaux de la cascade. Debout au centre de la cuvette, le tyrannosaure les attendait. Lex poussa un hurlement de terreur quand le canot pivota. L'arrière basculait et ils furent projetés dans le vide au milieu d'un grand bouillonnement d'eau. Grant battit désespérément l'air de ses bras. Il eut l'impression de tomber au ralenti, interminablement, et tout devint silencieux. La chute lui avait semblé durer si longtemps qu'il avait eu le temps de voir Lex qui tombait à côté de lui, serrer contre elle sa brassière orange. Le temps de regarder Tim, les yeux écarquillés, fixés au pied de la chute. Le temps d'observer le rideau liquide qui semblait pétrifié. Le temps d'examiner la surface bouillonnante de la cuvette dont il se rapprochait lentement, si lentement. Grant ressentit une brusque et cuisante douleur, et il se retrouva dans l'eau froide et bouillonnante. Ballotté, secoué par les remous, il s'enfonça et aperçut la jambe du tyrannosaure. Mais les tourbillons l'entraînèrent à l'autre bout de la cuvette, et il ne remonta à la surface que dans la rivière qui reprenait son cours. Il nagea vers la rive, essaya de se retenir à la surface lisse et chaude d'un rocher, lâcha prise, s'accrocha à une branche et parvint enfin à sortir de l'eau bouillonnante. Haletant, il se traîna jusqu'au rocher et tourna la tête vers la rivière, juste à temps pour voir passer le canot pneumatique. Puis il vit Tim, qui luttait contre le courant. Il tendit la main et le hissa sur la rive où il s'affala, toussant et frissonnant. Grant se retourna vers la cascade et vit le tyrannosaure plonger brusquement la tête dans l'eau, juste entre ses pattes. Il vit l'animal secouer sa tête énorme en projetant de l'eau de toutes parts. Il avait quelque chose entre les dents. Le tyrannosaure releva lentement la tête. Le gilet de sauvetage orange de Lex pendait de sa gueule. Quelques secondes plus tard, le corps de Lex remonta à la surface juste derrière la longue queue du dinosaure. La tête dans l'eau, elle était entraînée par le courant. Grant plongea sans hésiter. Luttant contre les remous, il réussit à remonter sur les rochers le petit cœur pesant et inerte. Le visage de la fillette était cendreux et de l'eau coulait de sa bouche. Grant se pencha sur elle pour lui faire le bouche à bouche, mais elle se mit à tousser. Elle vomit un liquide jaune-vert et fut secouée par une nouvelle quinte de toux. Puis elle battit des paupières. « Salut !» articula-t-elle avec un pauvre sourire. « On a réussi !»
Tim fondit en larmes et Lex recommença à tousser. Arrête, dit-elle à son frère. Pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que... Tu nous as fait très peur, dit Grant. Il vit passer sur la rivière des fragments d'une matière blanche. Le tyrannosaure était en train de déchiqueter le gilet de sauvetage. L'animal était encore face à la chute d'eau et leur tournait le dos. Mais il pouvait se retourner d'une seconde à l'autre et les voir. « Venez les enfants !» dit Grant. « Où allons-nous » demanda Alex d'une voix étranglée. « Venez !» répéta Grant. Il chercha du regard une cachette. En aval s'étendait une plaine couverte d'herbes qui n'offrait aucune protection. En amont, il y avait le dinosaure. Grant aperçut soudain un sentier qui longeait la rivière et semblait remonter vers la chute. Il découvrit sur la terre du chemin l'empreinte d'une chaussure d'homme, orientée vers la cascade. Le tyrannosaure se retourna en grondant, et son regard se porta en direction de la plaine. L'animal semblait avoir enfin compris que ses proies lui avaient échappé, et il les cherchait en aval. Grant et les enfants se dissimulèrent dans les fougères bordant la rivière, et pliés en deux, ils remontèrent vers la cascade. « Où allons-nous » demanda Alex. « Nous repartons en arrière. » « Je sais. » À mesure qu'ils se rapprochaient de la chute d'eau, le bruit se faisait plus intense, les rochers plus glissants et la terre plus boueuse. Il y avait une épaisse vapeur d'eau en suspension, de sorte qu'ils avaient l'impression de traverser un nuage. Le sentier semblait mener directement à la cascade, et en s'approchant, ils virent qu'en réalité il passait derrière la chute. Le tyrannosaure avait toujours la tête tournée de l'autre côté. Ils parcoururent en courant les derniers mètres et avaient presque disparu derrière le rideau argenté de la cascade quand Grant vit le dinosaure se retourner. Il ne savait pas si l'animal les avait vus, et il lui était maintenant impossible de distinguer quoi que ce fût à travers la muraille liquide. Grant regarda autour de lui avec étonnement. Il découvrit un renfoncement, à peine plus large qu'une armoire, mais bourré de matériel. Pompes, gros filtres, canalisation, tout était mouillé et froid. « Vous croyez qu'il nous a vus » demanda Lex en criant pour couvrir le bruit de l'eau. « Où sommes-nous ici? Où sommes-nous? Il nous a vus ?» « Attends une seconde, » dit Grant. Il songea en regardant le matériel qu'il devait y avoir quelque part une alimentation électrique. Et s'il y avait électricité, il y avait peut-être aussi le téléphone. Il se mit à fouiller au milieu des filtres et des canalisations. « Qu'est-ce que vous faites » cria Alex. « Je cherche un téléphone. » Il était déjà presque 10 heures et il ne leur restait qu'un peu plus d'1 heure pour prévenir l'équipage du cargo. Grant découvrit dans leur enfoncement une porte de fer portant l'inscription Serve 04, mais elle était fermée à clé. Juste à côté se trouvait une fente destinée à recevoir les cartes magnétiques. Le long du chambranle était alignée une rangée de boîtes métalliques. Il les ouvrit l'une après l'autre, mais elles ne renfermaient que des boutons et des commutateurs, pas de téléphone, et impossible d'ouvrir la porte. Il faillit rater la boîte isolée sur la gauche de la porte. En l'ouvrant, il découvrit un tableau réunissant des touches couvertes de taches vertes de moisissure. C'était peut-être le moyen d'ouvrir la porte, et il avait le sentiment que derrière il trouverait un téléphone. Le nombre 1023 avait été gravé dans le métal de la boîte. Il les composa sur les touches. La porte s'ouvrit en grinçant. Elle donnait sur un escalier aux marches cimentées plongeant dans un puits de ténèbres. Sur le mur du fond, une pancarte indiquait « Véhicule Serve 0422 chargeur » et une flèche était pointée vers le bas de l'escalier. Cela voulait-il dire qu'il y avait une voiture ? « Venez les enfants !»« Pas question !» lança Lex. « Je ne veux pas descendre là-dedans. »« Viens Lex !» dit son frère. « J'ai dit pas question, il n'y a pas de lumière, je n'y vais pas. » « Tant pis, » dit Grant qui ne voulait pas perdre du temps à discuter. « Restez ici, je reviens tout de suite. »« Où allez-vous » demanda Lex, brusquement inquiète. Grant franchit la porte. Il entendit un signal électronique et elle se referma rapidement derrière lui. Grant se retrouva plongé dans l'obscurité totale. Le premier moment de surprise passé, il se retourna vers la porte et fit courir sa main sur la surface humide.
Il n'y avait pas de bouton, pas de loquet, rien. Il se mit à tâtonner le long des murs de chaque côté de la porte, espérant trouver un commutateur, un boîtier de commande, quelque chose. Mais il n'y avait rien. Grant commençait à lutter contre la panique qui l'étreignait quand ses doigts se refermèrent sur un cylindre froid de métal. Sa main rencontra un rebord, puis une surface plane, une torche électrique. Il l'alluma et le faisceau illumina l'espace exigu. Grant se retourna vers la porte, mais il comprit qu'elle ne s'ouvrirait pas. Il faudrait que les enfants s'en chargent. En attendant, Grant s'avança vers l'escalier. Les marches étaient humides et glissantes, et il descendit précautionneusement. Quelques marches plus bas, il perçut un reniflement et un grattement, des griffes sur le béton. Il sortit le pistolet à air comprimé et reprit prudemment la descente. L'escalier tournait, et il distingua soudain le reflet de sa torche. Quelques instants plus tard, il découvrit le véhicule de service. C'était une voiture électrique, un genre de voiture de golf, dont l'avant était tourné vers le long tunnel qui semblait s'étirer sur des kilomètres. Une lumière rouge brillait près du volant, et Grant en conclut que la batterie était peut-être chargée. Puis, il perçut un nouveau reniflement. Il pivota sur lui-même et vit une forme claire qui bondissait sur lui, la gueule ouverte. Il tira sans réfléchir. L'animal tomba sur lui et le renversa. Paniqué, Grant roula sur lui-même, le faisceau de sa torche zébrant les murs de traits de lumière. Mais l'animal ne se releva pas, et Grant se sentit tout bête quand il braqua la torche sur lui. C'était un vélociraptor, mais très jeune, à peine âgé de 1 an, pas plus gros qu'un chien de taille moyenne. Il restait étendu par terre, panletant, la fléchette fichée sous la mâchoire. La dose d'anesthésique était probablement trop forte pour son poids, et Grant retira vivement la fléchette. Le vélociraptor tourna vers lui des yeux légèrement vitreux. Grant perçut distinctement une forme d'intelligence émanant de l'animal, une sorte de douceur, contrastant étrangement avec le sentiment de menace qu'il avait éprouvé en voyant les adultes dans leurs enclos. Il caressa la tête du jeune vélociraptor dans l'espoir de le calmer, et vit le corps frêle frissonner sous l'effet du tranquillisant. C'était un mâle. Un jeune vélociraptor mâle. Il ne pouvait y avoir aucun doute. Il était en présence d'un jeune mâle né et élevé en liberté. Très excité par cette découverte, Grant remonta précipitamment l'escalier. Il s'arrêta devant la porte et promena le pinceau lumineux de sa torche sur le panneau de métal lisse et les murs qui l'encadraient. Il finit par comprendre qu'il était bel et bien enfermé et qu'il ne pourrait sortir que si les enfants avaient la présence d'esprit d'ouvrir la porte de l'extérieur. Il entendait leur voix assourdie de l'autre côté du panneau de fer. « Docteur Grant !» hurlait Lex en martelant la porte de ses petits poings. « Docteur Grant !»« Calme-toi !» fit Tim d'une voix rassurante. « Il va revenir. »« Mais où est-il parti ?»« Le docteur Grant sait ce qu'il fait. Il va revenir très vite. »« Je veux qu'il revienne tout de suite !» insista Lex. Les poings sur les hanches, les coudes écartés, la fillette se mit à trépigner d'impatience. Un brusque rugissement retentit et la tête du tyrannosaure déchira le rideau de la cascade. Horrifié, Tim regarda l'énorme gueule béante. Lex poussa un hurlement de terreur et se jeta par terre. La tête fit quelques mouvements d'avant en arrière, puis elle se retira, mais Tim distinguait encore son ombre derrière l'eau de la chute. Il entraîna Lex dans le renfoncement, juste au moment où, projetant de l'eau dans tous sens, réapparut la gueule dans laquelle s'agitait une grosse langue. Puis la tête se retira de nouveau. Lex s'accrocha à son frère en tremblant. « Oh, je le hais !» murmura-t-elle. « Quelle sale bête !» Elle essaya de s'enfoncer dans l'abri en se faisant toute petite, mais il y avait du matériel partout et les enfants n'avaient pas la place de se cacher. La tête traversa encore une fois le rideau liquide de la cascade, mais plus lentement, et l'extrémité de la gueule vint se poser sur le sol. Le tyrannosaure huma l'air, les narines dilatées, mais ses yeux étaient encore de l'autre côté de la chute d'eau. « Il ne peut pas nous voir, » songea Tim. « Il sait que nous sommes là, mais il ne peut pas nous voir à travers la cascade. » Le tyrannosaure renifla bruyamment.
Qu'est-ce qu'il fait ?» demanda Lex d'une toute petite voix. Chut !» Avec un grondement sourd, les mâchoires s'ouvrirent lentement et la langue jaillit, bleu-noir, énorme, avec une pointe légèrement fourchue. Longue d'1,20 m, elle atteignait aisément la partie la plus éloignée du renfoncement. La langue glissa sur les filtres avec un bruit de râpe, tandis que Tim et Lex se plaquaient contre les canalisations. La langue s'avança lentement vers la gauche, puis vers la droite, en épousant les contours et en enroulant sa pointe autour des tuyaux, des filtres et des valves. Tim remarqua qu'elle avait des contractions musculaires, un peu comme la trompe d'un éléphant. Elle se colla au mur droit du renfoncement et effleura les jambes de Lex. « Berk !» souffla la fillette. La langue s'immobilisa, puis elle commença à monter en se tortillant comme un serpent le long du corps de Lex. « Ne bouge pas !» lui chuchota Tim à l'oreille. La langue passa devant le petit visage, puis elle remonta le long de l'épaule de Tim et s'enroula autour de sa tête. Tim ferma les yeux en sentant l'organe charnu et visqueux lui recouvrir le visage. C'était chaud, c'était mouillé et ça sentait vaguement l'urine. Lentement, très lentement, la langue commença à l'attirer vers la gueule béante. « Timmy !» Tim était incapable de répondre, car sa bouche était entièrement recouverte par la langue noire. Il pouvait encore voir, mais il lui était impossible de parler. Lex le tira par la main. « Allez, Timmy !» La langue l'entraînait vers l'énorme bouche. Il sentait sur ses jambes l'haleine brûlante de l'animal. Lex le tira par le bras, mais elle ne pouvait rien faire contre la puissance du corps charnu et musculeux. Tim dégagea son bras et appuya des 2 mains sur la langue pour essayer de la faire passer au-dessus de sa tête. Elle ne bougea pas. Il enfonça ses talons dans le sol boueux, mais cela ne changea rien. Lex avait passé les bras autour de sa taille et elle essayait de le retenir en l'encourageant de la voix. Mais il était incapable de résister. Des étoiles commençaient à danser devant ses yeux. Une sorte de paix l'envahissait. Il cédait calmement à l'inéluctable et se laissait entraîner. « Timmy !» La langue se détendit brusquement et elle se déroula. Tim la sentit glisser sur son visage et il vit que tout son corps était couvert d'une salive blanchâtre et mousseuse. La langue retomba mollement sur le sol et les mâchoires claquèrent en se refermant sur elle. Un sang noir jaillit et se mêla à la boue. Les narines continuaient de respirer à un rythme précipité. « Qu'est-ce qu'il fait ?» cria Lex. Lentement, très lentement, la tête commença à glisser en arrière, laissant une longue traînée sur le sol boueux. Puis elle disparut totalement, et il ne resta plus devant leurs yeux que le rideau argenté de l'eau de la cascade.